On raconte qu'un jour la sagesse voulut entrer dans la maison du roi. Elle se présenta, vêtue de toute sa richesse, à la porte du palais. Oui, car la richesse est le vêtement naturel de la sagesse. « Je viens rendre visite au roi, dit la sagesse au gardien de la porte. » Mais quand le grand vizir en fut informé, il refusa catégoriquement. Il pensait, si la sagesse se présente devant le roi et l'informe de ce que nous ne voulons pas qu'il sache, je vais avoir de gros ennuis. Il dit au capitaine de la garde, va dire à la sagesse que nous ne pouvons pas la recevoir pour l'instant, parce que l'éclat de son vêtement pourrait nous éblouir tous et puis nous couper des réalités de notre monde, nous rendre aveugles. Le lendemain, la sagesse se présenta de nouveau à la porte du palais. Cette fois, elle avait emprunté à la vérité sa nudité, parce que la vérité nue est fille de la sagesse. Je viens rendre visite au roi, dit à nouveau la sagesse, revêtue, si j'ose dire, de la nudité de la vérité. Le vizir pensa que la nudité de la vérité était aussi extrêmement dangereuse. Il savait que la vérité est fille de la sagesse. Alors, en s'excusant, il donna aux gardes la consigne de ne pas laisser venir la sagesse nue comme la vérité. Le vizir m'a dit qu'aujourd'hui encore, malheureusement, nous ne pouvons pas te recevoir, car la nudité de la vérité pourrait être un gros scandale pour nous tous et notre morale pourrait ne pas le supporter. Alors la sagesse, mère de la vérité, décida de se déguiser cette fois avec les atours du ménestrel, du conteur, et ainsi travestie, elle se présenta de nouveau à la porte du roi. Le capitaine de la garde annonce un ménestrel qui vient divertir de ses histoires l'ennui de la noblesse de cour en échange de nourriture et de quelques pièces d'or. Cette fois, le grand vizir, informé de la présence du bouffon, n'eut aucun problème pour lui ouvrir toutes grandes les portes du palais. Les contes aident les enfants à s'endormir et ils aident les adultes à s'éveiller. C'est ce qu'affirme l'Argentin Jorge Bucay. Disons que les contes sont les trésors de l'humanité. Ils disent ce qu'on ne pourrait pas expliquer par d'autres voies. On peut dire que toute notre vie est un conte, au fond. Ces gens que nous croisons au quotidien sont autant de personnages de notre légende personnelle. Que faire avec les contes? Comment s'en servir? Comment vivre avec les contes? Disons que la première chose à faire est d'écarter toute approche intellectuelle. Non, les contes sont faits pour être endossés comme un costume. Ils sont faits pour qu'on s'en imprègne, pour qu'on les apprenne par cœur, pour qu'on les partage à la veillée entre amis. Alors ils entrent en nous et ils entrent dans nos veines d'une manière très organique. Et puis un beau matin, on se dit, mais je suis en train de vivre l'affaire Cendrillon. Mais ce qui m'arrive ressemble drôlement au conte des habits neufs de l'empereur. Quelle bonne nouvelle si vous reconnaissez dans votre vie la structure d'un conte, parce que la suite de l'histoire est déjà relatée dans cette mémoire ancestrale. Alors il n'est pas interdit d'écrire son propre scénario en s'inspirant de ce qui est écrit.
Il y a trois grandes structures de contes. La structure ascendante, ce sont ces contes tels que Cendrillon où le héros démarre pauvre et termine dans la gloire. De Souillon à princesse. Et puis, il y a les contes descendants, où les habits neufs de l'empereur, il commence dans le pouvoir le plus total, il termine nu sur son cheval aux portes de la ville. Et il y a des contes circulaires, le héros part d'un point donné et fait un long parcours qui le ramène à la fin à son point de départ. Mais il a changé de niveau de conscience. Il arrive avec une autre compréhension. Les contes contiennent leur magie. Nous vous proposons d'entrer dans l'univers des contes, de la tradition. Il en existe des courts, des moyens, des longs, des très longs. Peut-être qu'à propos des contes courts, vous avez déjà entendu parler de Moula Nasruddin. Quand je pose cette question en Tunisie ou à Moscou, presque tout le monde lève le doigt. Quand je pose la question à Paris, c'est plus rare. Nasruddin est un personnage de légende, c'est un fou sage. Parfois il est maître de sagesse, parfois il est marchand, parfois il est juge ou passeur ou que sais-je. Il s'appelle Hoja, Shra, Johra. Il est connu sous divers avatars. On peut entendre les histoires de Nasruddin à plusieurs niveaux. Au premier degré, c'est une blague, elle est amusante, on peut rire, on peut sourire ou pas. Mais si on laisse l'histoire entrer en soi, alors là on peut parfois découvrir quelque chose de très intéressant. Des leçons puissantes se cachent derrière ces histoires, parce qu'elles parlent de nous, bien sûr. Il faut se souvenir qu'un même conte peut receler au moins 7 niveaux de compréhension, et peut-être bien davantage. Alors, histoire longue, histoire courte, histoire enseignement, ce sont des histoires très élaborées qui permettent de susciter un changement, de faire passer une connaissance qu'aucun autre moyen ne saurait véhiculer. Nous vous invitons à entrer dans cet univers, laisser de côté les idées reçues, les conditionnements, les a priori, les attentes. Contentez-vous de faire l'intention de vous laisser instruire. Permettez au conte de vous enseigner ce que vous avez besoin d'apprendre. Ça n'est pas la même chose que ce que vous avez envie d'apprendre. Bienvenue dans l'univers des contes. Un habitant de Bagdad avait gaspillé tout son héritage et se trouvait dans le dénuement. Après qu'il eut adressé à Dieu d'ardentes prières, il rêva qu'il entendait une voix lui disant qu'il existait dans la ville du Caire un trésor caché à un certain endroit. Arrivé au Caire sans argent, il résolut de mendier, mais eut honte de le faire avant que la nuit fût tombée. Comme il errait dans les rues, il fut saisi par la patrouille qui le prit pour un voleur et le roua de coups avant qu'il ait pu s'expliquer. Il y parvint enfin et raconta son rêve avec un tel accent de sincérité qu'il convainquit le lieutenant de police. Celui-ci s'écria « Je vois que tu n'es pas un voleur, que tu es un brave homme. Mais comment as-tu pu être assez stupide pour faire un aussi long voyage en te basant sur un songe ? Moi, j'ai rêvé bien souvent d'un trésor caché à Bagdad, dans telle et telle rue, dans la maison d'un tel, et je ne me suis pas mis en route pour cela. » Or, la maison qu'il mentionnait était celle du voyageur. Ce dernier, rendant grâce à Dieu que la cause de sa fortune fut sa propre erreur, retourna à Bagdad, où il trouva le trésor enfoui dans sa maison. Ainsi, le trésor qui met fin à nos misères se trouve en notre propre être.
mais il a fallu se mettre en route pour le découvrir.